Événement, je voulais remercier les organisateurs et aussi les féliciter pour l'idée d'avoir une conférence ici, parce qu'on est quand même au cœur finalement de l'appareil d'État du ministère, même de l'économie et des finances. Donc je pense que c'est un symbole quelque part assez important. Et aujourd'hui, c'est vrai, Neelie Kroes a eu cette volonté, je dirais, de mettre l'open data un peu au cœur du débat, et je trouve que ce qu'on a entendu précédemment était intéressant, parce qu'on voit finalement que l'open data, c'est pas seulement une politique publique, c'est aussi finalement un credo, c'est à la fois une philosophie, un mélange un peu de culture geek, on va dire, et aussi d'action pour la croissance, mais on pourrait même dire que quelque part, l'open data, c'est tout un débat politique. Si on regarde un peu aux origines, on pourrait même tracer ça en fait à l'esprit des Lumières qui dit qu'il faut ouvrir les fenêtres. On pourrait tracer ça vers le mouvement hippie qui se méfie un peu du gouvernement et qui veut aussi ouvrir un petit peu tout ce qui se passe. Mais c'est aussi finalement un peu le grand débat éternel entre Machiavel qui dit que finalement le prince et l'appareil d'État doivent se nourrir du secret, ou bien quelqu'un comme Emmanuel Kant qui dit que le gouvernement, pour maintenir la paix, doit au contraire être absolument transparent. Donc on voit que là, il y a plus que simplement des politiques publiques, il y a aussi une philosophie un petit peu de comment la cité, comment les citoyens se pensent par rapport aux données, à ce que fait l'État et comment est-ce qu'on le regarde. Et ce qui est intéressant par rapport à tout ça dans l'action de la Commission européenne, c'est que surtout Neelie Kroes, je pense, a été assez moteur dans ce rôle. C'est un peu un rôle d'aiguillon, de dire, voilà, parce que depuis Bruxelles, souvent, on a cette liberté de parole pour encourager les États à s'ouvrir, à donner des gages un petit peu par rapport à leurs citoyens et à lancer des politiques nouvelles. Et depuis maintenant 2-3 ans, je dirais qu'on a essayé de mobiliser à tous les niveaux, niveau régional, local et national, pour lancer des politiques pour l'open data. Et au-delà de cette action, je dirais, rhétorique et politique, on a aussi essayé de mettre en œuvre des politiques concrètes qui là justement, pour rebondir sur votre point de départ, se concentrent vraiment sur l'aspect économique de l'open data, sur l'aspect croissance, sur l'aspect réutilisation des données publiques pour en faire des modèles d'entreprise. Alors il y a 4 champs d'action vraiment au niveau européen qu'on a mis en avant, et je vais m'attarder un petit peu sur le premier notamment, parce qu'on est au cœur du débat. On a fait en fait en décembre 2011 une proposition de directive sur les données publiques justement. Alors on a essayé d'être aussi ambitieux que possible, parce que l'idée c'est qu'en fait c'est de faire un changement de paradigme, de dire que finalement, sitôt qu'une donnée publique est accessible, elle doit être automatiquement réutilisable. C'est-à-dire que n'importe qui pourra l'utiliser pour des applications commerciales éventuellement, et aussi d'avoir des conditions qui facilitent cette réutilisation, notamment à travers une mise à disposition plus facile dans des formats qui soient lisibles par des ordinateurs très facilement, à un coût qui soit modéré pour justement encourager cette réutilisation. On a aussi essayé d'élargir le champ de cette directive aussi aux institutions et aux instituts culturels, parce que finalement les musées, les archives, les bibliothèques ont tout un tas de données extrêmement intéressantes pour des applications, pour le tourisme, etc. Et on a essayé là aussi, sous condition, de faire en sorte que ces données soient couvertes par aussi une réutilisation commerciale. Alors comme je disais, on est un peu au cœur du sujet, parce que ça fait presque 1 an maintenant qu'on a soumis cette directive au Conseil et au Parlement européen. Il y a des débats en cours, et vraiment notre analyse, c'est que dans le mois qui suit, on devrait voir des avancées importantes. Et c'est intéressant parce que justement, on voit là aussi dans les débats les retours un petit peu de ceux qui voudraient se protéger, qui ne voudraient pas forcément ouvrir les administrations nationales, ou alors ceux qui disent, écoutez, moi je vis aussi en vendant mes données, donc c'est très important, je continue à les vendre à un prix très élevé. Donc on a en ce moment un grand débat pour essayer de convaincre un petit peu les parlementaires et les représentants nationaux du fait que, au contraire, il faut aller de l'avant, il faut être sur l'open data avec des avancées majeures. Donc ça, c'est le premier axe qui est important au niveau de la Commission européenne, c'est un axe législatif. On a d'autres actions. Le deuxième, c'est vraiment une tentative de transformer un petit peu les données, qui sont des données, en quelque chose qui est de la croissance. Et ça a été dit plusieurs fois par plusieurs personnes aujourd'hui, c'est un vrai défi parce que c'est la question de la demande des données, la question des applications qui peuvent en découler. Et donc l'idée là, c'est vraiment de créer une sorte d'écosystème, un écosystème qui se nourrisse des données publiques,
et qui permettent d'en faire des applications concrètes. Mais on a aussi pris une initiative il y a quelques semaines, le 12 septembre. Il y a une plateforme, si vous ne la connaissez pas, je vous invite à regarder, qui s'appelle europeana.eu, qui est vraiment le grand portail de la culture en Europe. Et on a pris l'initiative de donner en accès, en licence libre, toutes les métadonnées d'Europeana, ce qui veut dire qu'il y a 20 millions d'objets culturels numérisés qui peuvent être maintenant à disposition des développeurs, à disposition de ceux qui veulent utiliser ça dans des applications. Par exemple, moi j'ai déjà vu des choses assez fantastiques de réalité virtuelle, où vous prenez votre téléphone, vous flashez un peu ce qui est devant vous et vous avez immédiatement en surimpression des informations culturelles sur le bâtiment, sur l'histoire. C'est vraiment fantastique, donc il y a des choses à un potentiel très intéressant. Et dans ce sens, d'ailleurs, je voulais juste faire un appel, parce que par rapport à Europeana, il nous manque des données de la France. On a 3 millions de données qu'on attend de recevoir, donc si c'était possible au niveau du ministère de la Culture de faire quelque chose, ça serait très utile. Voilà, troisième axe de l'action européenne, c'est tout ce qui touche à la science ouverte et à l'éducation ouverte, l'open education. C'est un domaine là aussi qui est vraiment passionnant et qui a, je pense, vraiment un grand potentiel en Europe, parce que depuis 2 mois, on a annoncé au niveau de la Commission européenne qu'on allait mettre à disposition du public, de manière totalement libre, en libre accès, toutes les publications qui résultent des financements européens de la recherche. Donc c'est quelque chose qui a un grand potentiel, parce que ça veut dire qu'on pourra réutiliser ces informations, et très bientôt, quand on aura réussi à mettre en place le système informatique, on donnera aussi accès aux données qui résultent d'expériences scientifiques financées par le contribuable européen, et aussi toutes les études que la Commission européenne finance. Donc là aussi, c'est vraiment un potentiel intéressant de renforcer un petit peu la qualité des données dans l'open data. Et en 2013 aussi, je peux déjà vous annoncer qu'on va lancer une initiative, notamment avec Madame Vassiliou et Nelly Cruz, en faveur de l'open education, parce que là aussi, pour l'enseignement, c'est un grand défi, les nouvelles technologies. On pense qu'elles ne sont pas suffisamment mises en œuvre, et l'open education, c'est l'idée qu'on mette en commun justement des données, et qu'on permette aux enseignants eux-mêmes de fabriquer leur contenu pour rendre à la fois leur travail plus attractif, et aussi pour mobiliser vraiment les étudiants pour un travail collaboratif. Donc là aussi, c'est quelque chose de très intéressant qui découle de l'open data. Quatrième et dernier axe de notre politique, c'est tout ce qui est autour de la recherche. Donc là, c'est quelque chose d'assez classique, mais qui est très important, parce que finalement, quand on parle d'open data, on a des données, mais ce qu'il faut, c'est avoir ensuite les technologies qui permettent de les valoriser de la meilleure manière. Et quelqu'un l'a dit, il y a un lien fort entre tout ce qui est open data et tout ce qui est big data, donc data mining, toutes ces technologies extrêmement intéressantes pour vraiment faire des nouvelles applications. Donc on a non seulement des financements pour des logiciels, par exemple, on a l'ODE, qui est un de nos projets en logiciel libre pour favoriser les liens entre les données, mais on a aussi prévu d'investir 45 millions d'euros pour soutenir des infrastructures autour de l'open data et aussi pour la préservation et le développement de contenus numériques. Donc tout ceci, on espère qu'on va pouvoir le continuer si justement notre budget européen est maintenu au niveau qui était prévu, et pour justement fabriquer des applications et des données importantes, notamment un des projets qu'on voudrait mettre en avant, c'est tout ce qui est autour des objets connectés. Ça a été dit, je crois, par quelqu'un ce matin, donc c'est autour des smart cities, c'est l'idée que des capteurs qui envoient tout un tas de données puissent être agrégés pour permettre aux utilisateurs de savoir en temps réel quelle est la nature du trafic, où est leur place de parking et qu'est-ce qu'ils devraient faire de leur journée. Donc ça, c'est encore une fois assez intéressant, et on finance de la recherche pour ce faire. En conclusion, parce qu'on a essayé au niveau européen d'amorcer quelque chose, mais clairement, le défi, c'est un changement culturel à tous les niveaux, jusqu'au niveau vraiment des fonctionnaires eux-mêmes. Et autant aujourd'hui, je pense que c'est vraiment à saluer qu'on ait cette conférence ici au ministère des Finances, mais je crois qu'il faut aussi dire que Etalab avait fait un travail extrêmement utile et important. Donc j'espère qu'Etalab et l'action de l'Open Data va continuer avec le gouvernement. Je ne sais pas où ils sont aujourd'hui d'ailleurs, j'espère qu'ils pourraient nous en dire un mot. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'on prenne en compte que cette politique de l'Open Data, c'est un des maillons, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, mais c'est seulement un des maillons pour l'agenda numérique qu'on essaye de défendre au niveau européen. Donc on espère que ça va continuer, et surtout en France, je voulais juste dire que à Bruxelles, on identifie un énorme potentiel de croissance pour la France, parce que finalement, en France, il y a beaucoup de très bons mathématiciens, il y a beaucoup de très bons ingénieurs, il y a beaucoup de start-up très prometteuses. Donc vraiment, en
conclusion, je voulais juste dire que l'open data, c'est enthousiasmant, c'est quelque chose qui est très utile et qui mérite qu'on s'y attache. Merci beaucoup, Thibaut. Actuellement sont en cours de préparation les politiques régionales 2014-2020, les fameux PO FEDER. Est-ce que vous militez au sein de la Commission pour l'insertion, enfin pour un croisement fort entre l'agenda digital et ses axes, dont l'open data, et la dynamique des financements européens sur le plan des politiques régionales, DG Info, DG Régio? Tout à fait. En effet, il y a, au niveau européen, il y a deux axes vraiment qu'on essaye de mettre en avant. À travers, en effet, des politiques régionales, je dirais que les investissements dans les nouvelles technologies et dans l'open data est quelque chose de majeur. Ça fait plusieurs années que déjà que des programmes sont lancés, donc on espère continuer. Mais il y a aussi en ce moment un projet qui nous tient fortement à cœur, qui est autour de, je ne sais pas la traduction en français, Connecting Europe Facility, qui est quelque chose qui est nouveau. En fait, c'est un peu des project bonds, on en a parlé beaucoup il y a peu de temps en France. C'est l'idée que là aussi on puisse financer du très haut débit et des plateformes pan-européennes, notamment pour l'open data. Donc là aussi, on a quelques dizaines de millions d'euros pour l'open data qui sont envisagés. Et une des composantes, ça serait justement une plateforme pan-européenne qui puisse mettre en commun aussi les données entre les États membres. Et c'est pour ça qu'on essaye d'avoir beaucoup d'interopérabilité à ce niveau. Le grand programme d'interconnexion en Europe. Tout à fait. Je ne vais pas pouvoir prendre de questions, alors une très rapide. La réponse sera peut-être pas forcément très rapide, mais il y a une guerre assez violente actuellement entre les scientifiques et les publishers scientifiques. Donc, est-ce que la communauté européenne va soutenir les scientifiques dans le sens open data, enfin open publication? Et ce soutien, il serait à mon avis de deux ordres. Le premier, c'est de dire que c'est obligatoire. C'est ce qu'ont fait en partie les Américains. Ce qui fait que très souvent les Américains ont une case spéciale qui leur réserve le droit de publier leurs résultats scientifiques malgré les directives des publishers. Et la deuxième chose, c'est un vrai soutien politique et juridique de la communauté scientifique pour aller dans cette direction. Et ça doit venir très rapidement parce que la guerre est actuellement en cours, quoi. Elle est même... Et cette question ne vous est posée par Pierre Dessierre, je suis au CNRS et au Collège de France. Merci. Oui, c'est un sujet en effet qui est très présent à l'heure actuelle. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en effet, au niveau de la Commission européenne, on a, en ce qui concerne la recherche que nous finançons, clairement pris parti pour l'open science. C'est-à-dire qu'on a annoncé très clairement que toutes les publications qui résulteraient de nos financements seraient en mode libre, donc sans protection particulière. On est aussi en dialogue avec, en effet, les éditeurs, parce qu'il faut savoir que les éditeurs considèrent qu'ils fournissent aussi un service particulier pour que les publications scientifiques aient une valeur et une reconnaissance importante. Donc, il y a plusieurs modèles qui sont envisagés. Pour l'instant, je dirais qu'on n'a pas encore tranché entre le modèle Gold ou le modèle Green, on va dire, mais que, clairement, notre intention est d'éviter que des positions, finalement, commerciales de type dominante se fasse au détriment de la science et de l'accès à la publication scientifique. Merci. Merci beaucoup. On vous applaudit à nouveau.